je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur le volume, hein, vous connaissez, hein, sur 100 euros, on va dire 100 euros produits en France, on avait grosso modo 45 qui sont prélevés par la force publique. Et c'est intéressant de regarder un peu la réaction des Français. Vous en avez 8 sur 10 qui considèrent, selon des sondages récents, que c'est trop élevé. Vous en avez 60 qui considèrent payer trop d'impôts à titre personnel. Donc que ce soit au niveau collectif, au niveau individuel, il y a un ras-le-bol fiscal qui s'exprime. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que seulement 1/5 des Français qui font confiance à l'État pour utiliser correctement l'argent public. Donc ça aussi, et tous ces chiffres en fait récents, parfois c'est des baromètres qui montrent que c'est des sentiments qui progressent. Et très important, en général quand vous dites ça, oui mais vous êtes un poujadis, etc. Non, quand la question est posée aux Français, est-ce que vous préférez payer moins d'impôts ou avoir plus de services au détriment des services publics, ils acceptent en fait, 6 Français sur 10 acceptent d'avoir moins de services publics et payer moins d'impôts. Donc ça c'est le baromètre de l'Institut Paul Delouvrier qui montre ça. Donc il y a un sentiment, même quand on leur met service public contre fiscalité, considèrent qu'ils préfèrent garder de l'argent dans leur poche plutôt que le confier à la force publique. C'est une préoccupation qui est devenue une priorité politique absolue, qui frappe les électeurs de tous les partis. Quand vous regardez la ventilation de ces sondages, vous voyez que ça touche aussi bien des électeurs de gauche que de droite. Donc soit des sympathisants RN, la majorité présidentielle ou même de la France insoumise, considèrent qu'ils préfèrent une baisse des impôts plutôt que le renforcement des services publics. Donc vous voyez qu'il y a une certaine déconnexion entre la base, les citoyens on va dire, et les élites politiques sur ce sujet. Donc il y a un problème de volume, il n'y a plus de consentement à ce qu'on dépense autant, mais il y a aussi un problème de structure qui est très important, c'est quand on leur demande leur avis aux Français, ils considèrent que l'argent ne va pas là où il devrait aller. Donc comment on peut mesurer ça? Une fois de plus, je vais vous donner quelques chiffres d'un sondage de l'IFOP pour l'Hexagone, qui a fait un exercice rare et révélateur, c'est de demander à 2000 Français de composer un budget. Et donc, moi j'ai vu ça, moi j'avais fait une note pour Génération Libre en 2020 où je comparais des sondages depuis 30 ans et je regardais l'augmentation effective des dépenses, je constatais déjà une déconnexion. Alors, ce sondage plus récent de 2024, qu'est-ce qu'il dit? C'est que 8 Français sur 10 voudraient augmenter les dépenses régaliennes, donc défense, sécurité, justice. 70% souhaiteraient augmenter les dépenses environnementales et la moitié juge que c'est une priorité de rembourser la dette. Donc en fait, voilà, d'accepter de serrer la ceinture. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les Français sont massivement contre les aides économiques aux entreprises ou les aides militaires à l'étranger. Ils sont pour une baisse massive des dépenses de culture et de loisirs et une baisse des dépenses de protection sociale. Et oui, donc c'est devenu une opinion majoritaire. Et quand vous regardez sur 1000 euros dépensés en France, vous voyez que les dépenses de protection sociale que les Français veulent baisser, vous voyez qu'il y en a 561 qui finissent dans la protection sociale. C'est énorme. 56% sur 1000 euros d'impôts prélevés, 56% finissent plus ou moins dans les retraites, la santé, la famille. Et seulement 5 euros sur 1000 euros d'impôts vont à la justice. Donc vous voyez qu'il y a une déconnexion entre les préférences budgétaires des Français et les évolutions des dépenses publiques qu'on observe. Donc il y a un hiatus qui est vertigineux. Moi, j'avais regardé aussi au moment on avait publié un contre-budget avec Génération Libre en fin d'année, on avait vu que 6% des dépenses sont des dépenses régaliennes. Donc 80, ou pour le dire autrement, 94 ne le sont pas. Donc en raison du volume, en raison de la structure des dépenses publiques aussi, et de la manière dont les impôts sont usagés, on ne peut plus parler de consentement à l'impôt en France. Et il y a un troisième élément qui vient nuire au consentement, ce que je vous disais, c'est la complicité de notre système fiscal. Ça a été dit tout à l'heure, même parfois les percepteurs, ceux qui sont chargés de prélever l'impôt, n'y comprennent plus rien. Et donc, j'ai rien contre les avocats fiscalistes, il y en a beaucoup ici, je les salue. Mais en fait, on a arrivé à un système tellement complexe que chaque personne aurait besoin, dans l'idéal, d'un avocat fiscaliste. Ça a été aussi rappelé, nous avons un système qui est complexe. Le Code général des impôts, c'est plus de 5000 articles. Il est très ardu. Parfois, vous avez des numérotations baroques au point du grotesque. Vous avez un article apparemment 199 ter des dièse 0 AA. Donc en fait, c'est un niveau d'investissement en temps qui fait que même les législateurs, ceux qui travaillent chaque année sur le budget,
en perdent leur latin. Alors j'ai été collaborateur parlementaire, j'ai pu l'observer de prime abord. Même des députés de très bonne volonté ont des difficultés réelles à comprendre ce qu'ils votent. Donc ça, c'est en termes de consentement à l'impôt aussi, c'est très problématique. Donc même les représentants qui sont chargés de cette tâche ne peuvent pas travailler tellement c'est complexe, parce qu'ils n'ont pas toujours dans leurs équipes justement un avocat fiscaliste. Vous avez des articles qui dépassent les 6000 mots, comme l'article 39 par exemple, et le code, ça a été dit aussi, mais le code est modifié en permanence. Cette instabilité des règles fiscales renforce cette complexité, parce qu'en fait, il faudrait chaque année consacrer des centaines d'heures pour se mettre à jour, ce que ne font pas évidemment les citoyens, ils n'ont pas le luxe de le faire, ce que ne font pas nos représentants politiques, parce qu'il y a un problème épistémique. C'est-à-dire que, comme je vous dis, c'est pas de mauvaise volonté, nos élus n'ont pas de mauvaise volonté, mais ils ne peuvent pas le faire, tout simplement. Ce qui rajoute à la complexité, ça a été dit, c'est les 467 niches fiscales qu'on n'ose pas toucher, qu'on a du mal à réformer, parce que derrière chaque niche, il y a un chien qui mord. Donc vous avez globalement 80 milliards d'euros, je crois, de manque à gagner pour l'État, donc c'est énorme. Et la France, quand elle se compare, ça a été dit aussi au début, eh ben, on peut pleurer parce que on est les champions du gruyère fiscal, à défaut d'être les champions du gruyère. Et aussi, on est champion sur plein de mesures de complexité fiscale. Par exemple, si vous regardez combien ça coûte pour prélever 100 €, c'est très coûteux pour la force publique, tellement c'est complexe. Et la Cour des comptes reconnaît que la majeure partie des dépenses fiscales n'a pas été évaluée. C'est-à-dire, vous pourrez dire, un crédit d'impôt, ça peut être utile, mais la plupart des crédits d'impôt ne sont en réalité pas évalués, comme les subventions, les aides, etc. Donc en plus, on n'a pas de garantie sur l'efficacité de ces mesures. Donc cette incompréhension tue le consentement, parce que pareil, quand vous posez la question aux Français et que vous leur dites dans quelle tranche d'impôt êtes-vous, il y a seulement un cinquième qui est capable de répondre de manière efficace. Alors que faire? J'ai 1 minute pour dire que faire. Je vous invite à regarder la proposition qu'on avait faite avec Génération Libre de consultation budgétaire citoyenne. L'idée est assez simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous recevez votre avis d'imposition, vous pouvez répondre en indiquant où est-ce que vous voudriez, dans un monde idéal, que vos impôts, votre argent, soient fléchés. Ça donne un signal aux représentants, justement, un signal assez fort pour dire où est-ce que l'argent devrait aller si on consultait les Français. Et une deuxième mesure qui a été défendue ici par François-Xavier Oliveau, qui est chercheur associé à Génération Libre, c'est un véritable choc de simplification. Sur les entreprises, par exemple, baisser de 150 milliards d'euros les aides aux entreprises multiples et variées, qu'on enlève tout ça, en échange d'une baisse généralisée de la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Et on peut imaginer ce double effacement également sur les particuliers, c'est-à-dire faire un nouveau contrat social où chacun renonce à ses petits privilèges pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est un pays où la force publique est modeste et laisse les citoyens maîtres de leurs décisions et maîtres de la manière dont ils voudraient utiliser leur argent. Voilà, merci beaucoup. Il y a une question. Allez, monsieur. Vous nous dites que les Français consentent de moins en moins à l'impôt. N'est-il pas paradoxal qu'on ne retrouve pas cela politiquement dans l'offre libérale? Finalement, les Français ont plutôt l'impression que le libéralisme est un problème que la solution. Ça me paraît paradoxal par rapport à ces statistiques. On sent, il n'y a pas d'offre libérale structurée, on sent un souffle de libéralisme qui vient d'en bas, qui pèse sur les partis. Et je crois qu'après moi, il y aura des intervenants issus de partis politiques. Et je pense que le majeur problème quand vous êtes en responsabilité, c'est que chacun a son avantage en fait. Et c'est ça qui est très très compliqué. C'est que la théorie des choix publics nous enseigne que autour de la décision publique, vous avez des groupes d'intérêt très très forts, très organisés, souvent de faible taille, donc le coût d'organisation est très faible, et le gain à avoir des exceptions ou des avantages fiscaux sont énormes, et donc ça paralyse, si je puis dire, ça peut paralyser des réformes d'ampleur libérale, mais je pense que les Français sont prêts pour entendre des discours justement sur on simplifie d'un côté, gros choc de simplification, et en échange, baisse massive de la fiscalité pour envoyer un signal au monde, un signal sur la compétitivité de notre pays qui est en berne, un signal au monde sur le fait que justement que le consentement à l'impôt, on veut revenir à ce système qui était très bien défendu par Victor Fouquet, notamment dans un ouvrage, d'impôt-échange. C'est-à-dire qu'on consent à donner de l'argent pour des services publics qui bénéficient à tous,
mais pas donner un blanc-seing à des législateurs pour qu'ils en fassent un usage sur la redistribution ou que les distribuent à des clientèles politiques. Merci. Merci beaucoup, Kevin Brooks.